Je l'ai confié à Dieu. Tu l'as confié à Dieu, mec. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je l'ai jeté dans le lac et je l'ai confié à Dieu. Et les gens vont me dire que je suis folle. Mais il est réel. Et il t'aime. Il t'aime vraiment. Et il t'aime. Des images de la caméra corporelle montrent ce qu'une mère amish a déclaré aux adjoints du shérif de l'Ohio après avoir noyé son fils de 4 ans. J'ai besoin de savoir où est ton mari. Il est au fond du lac dans un poisson. Ce qui se serait passé dans ce parc a également conduit à la mort de son mari, puisqu'elle fait maintenant face à plusieurs chefs d'accusation, dont meurtre aggravé. Nous enquêtons sur l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. La vidéo de la caméra corporelle que je vais vous montrer est vraiment glaçante, car vous allez voir une mère avouer devant les forces de l'ordre qu'elle a noyé son fils de 4 ans dans ce qu'elle décrit comme une expérience religieuse. Je m'assois juste avec mes enfants et je bois de l'eau. Voici la vidéo de la caméra corporelle qui vient d'être publiée, montrant Ruth Miller lors de son arrestation le 23 août. Et c'est beaucoup à assimiler. Et avant de vous la montrer, je dois expliquer comment nous en sommes arrivés à ce moment. Voici la photo d'identité judiciaire de Ruth Miller. Elle et sa famille sont membres d'une communauté amish dans l'Ohio. La police indique que Miller, son mari, leurs jumeaux de 18 ans, leur fille de 15 ans et leur fils de 4 ans se sont rendus à un lac au sud d'Akron. C'est à 1h30 à l'ouest de Pittsburgh, dans l'Ohio. La police a indiqué avoir reçu un appel au 911 ce matin sur une femme conduisant une voiturette de golf avec 3 passagers dans un lac. Et voici une photo du bureau du shérif local montrant la voiturette de golf dans l'eau. Voici ce qu'a déclaré le shérif local lors d'une conférence de presse selon WVS-TV de Cleveland. Lorsque nous avons reçu l'appel, les gens ignoraient de quoi il s'agissait. Cela paraissait involontaire. Cela aurait pu être simplement un accident, mais il y avait une femme et 3 enfants sur cette voiturette de golf. Mais ensuite, le shérif a dit que lorsqu'ils ont entendu pour la première fois ce que Miller aurait dit aux témoins, cela allait devenir quelque chose de plus grave. Le premier témoin qui arrive pour aider, il demande à la femme si elle a besoin d'aide pour se relever. Elle refuse et lui demande seulement de prier pour elle. Quand les adjoints ont parlé à Miller, comme vous le verrez, elle parlait constamment de son fils, alors que ses jumeaux de 18 ans allaient bien. Ils étaient juste là. Ils ont alors compris qu'elle parlait de son fils de 4 ans. Voici ce que les adjoints ont vu à leur arrivée. Je l'ai confié à Dieu. Vous l'avez confié à Dieu. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je l'ai jeté dans le lac et confié à Dieu. Et les gens vont me dire que je suis folle. Mais il est réel. Et il t'aime vraiment. Il t'aime. Et j'ai douté de lui tellement de fois. Mais je dois te dire qu'il arrive bientôt. Il arrive bientôt, préparez-vous. La fin est proche. Et je dois absolument vous dire qu'il vous aime. D'accord. Madame, pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé? Qui avez-vous jeté à l'eau? J'ai confié mon fils à Dieu. Votre fils? Ouais. Où est votre mari? Il est allé se promener ce matin. Vous ne voyez pas? Il n'est jamais revenu et nous sommes allés au bateau et ses vêtements étaient là. Et Dieu m'a dit qu'il était dans le lac et que le poisson l'avait avalé. En fait, tu dois aller le chercher au fond du lac. Et tu trouveras le poisson et tu trouveras mon mari et alors tu croiras. Mais lui, avec sa petite foi, n'a pas cru avant de voir. Alors envoie des gens au fond du lac pour chercher un poisson. Quel âge a ton fils au lac? Il est adorable, je l'aime. Je lui ai donné une croix. D'accord. 7940 centrale. Nous sommes avec la mère. Elle dit avoir jeté son fils de 4 ans dans le lac pour l'offrir à Dieu. À ce stade, les adjoints essaient maintenant de comprendre ce qui s'est passé. Ils essaient de savoir où se trouve son fils de 4 ans, mais ils cherchent aussi son mari. Ils sont là.
Je sais que ça paraît fou. Ce n'est pas le cas, vraiment pas. Mais j'ai prié, j'ai vu des miracles, je l'ai compté. Et puis la douleur est revenue. Mon mari et moi, nous avons tous les deux douté de lui. La douleur est revenue en moi. J'ai besoin de savoir où se trouve votre mari. Il est au fond du lac dans un poisson. Il est dans un poisson. Oui, Aucun poisson ici n'est assez gros pour avaler votre mari. il est au fond du lac dans un poisson. D'accord, je croyais que votre mari était parti se promener. Oui, et puis nous sommes arrivés au bateau et ses vêtements étaient posés dans le bateau. D'accord. Pantalon beige et chemise crème étanche. Avez-vous un téléphone portable? Il est dans le camping-car? Il est dans le camping-car. Où est-il? Je crois qu'il est. Zone 3. Je crois, oui. C'est comme une caravane beige. C'est une caravane beige. Tu connais le numéro de l'emplacement? Non, Nous devons vraiment vérifier que votre mari est toujours avec... oh d'accord. D'accord. Eh bien, il l'a en fait simplement emmené. Va au fond du lac. Eh bien, je ne peux pas aller au fond du lac, donc... D'accord, avez-vous des plongeurs sous-marins? Nous sommes sur le point d'appeler des plongeurs pour aller au fond du lac. D'accord, s'il vous plaît, faites-le. Et vous dites... Prenez les meilleurs qui existent. Parce que c'est un miracle de Dieu. Nous verrons, nous verrons. Ton fils de 4 ans est là-bas aussi? Il est avec Dieu. Où est son corps? Où l'as-tu jeté dans l'eau? Où ça? Depuis le quai de la salle du lac. Où le vélo était pour ça? Où était le bateau? Oui, là où était le bateau. Je sais. Il n'y en avait pas à notre arrivée? Je crois qu'il y avait... Quelqu'un a un verre d'eau? Nous allons vous apporter de l'eau. S'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a? Merci. On va maintenant s'approcher de l'équipe, d'accord? D'accord. C'est ce qu'on va faire. Nous allons vous mettre à l'arrière de la voiture de patrouille. Vous allez retrouver mon mari. Asseyez-vous à l'arrière de la voiture de patrouille, s'il vous plaît. Est-ce que je peux simplement m'asseoir avec mes enfants et boire de l'eau? Nous allons amener vos enfants. J'aimerais bien un verre d'eau. Allons-y avec cette équipe ici. Mes enfants ne sont pas ici. Je vais vérifier, ils arrivent dans une minute. Oui, nous allons le prendre. Je vais t'en apporter un. Oui, envoie l'équipe de plongée là-bas. Les adjoints allaient finalement découvrir que les Miller faisaient des exercices religieux près du lac. Déclaration du shérif lors d'une conférence de presse selon WEWS. Peu après 8 heures du matin, d'après les déclarations de ses 2 enfants et d'autres témoins indépendants, on la voit installer l'enfant de 4 ans sur une voiturette de golf. Près de leur camping-car et partir très irrégulièrement. Tous ceux qui feront un commentaire ou tout témoin que vous rencontrerez et qui l'ont vu conduire vous diront qu'elle conduisait de façon très dangereuse. Elle a retourné la voiturette et on l'a aussi vue sur 2 roues. Bien sûr, elle priait près du kayak. Puis elle est partie. Les enfants l'ont vue partir avec la fillette de 4 ans. Et un peu plus tard, elle est revenue. Elle dit être allée sur le quai. Et qu'elle a jeté la fillette de 4 ans à l'eau, car elle croyait devoir l'offrir à Dieu. Les adjoints du shérif pensent que cette mère a emmené son enfant de 4 ans et l'a noyé plus tôt dans la journée, puis a repris la voiturette de golf des heures plus tard avec ses enfants plus âgés à bord comme offrande religieuse. 9h40, heure centrale. La mère indique que son bateau se trouve si vous voulez simplement marcher jusqu'au quai du Causeway Center, et c'est là qu'elle a jeté l'enfant à l'eau. Elle dit aussi maintenant que son mari est dans l'eau. Elle veut juste que ce soit noté et prévenir l'équipe de plongeurs. Les Rangers se dirigent par là en ce moment. Je vais sortir, ce n'est pas trop difficile pour mon genou. Ici, c'est bien. Ton genou ne te fera pas mal. S'il te plaît, fais-moi confiance. Ça ne te fera pas mal. Ça ne fera pas mal. Tu vas bien. Tu vas bien. D'accord. S'il te plaît, montre ça. Femme. Que c'est vrai. Je te le dis, les gens doutent. C'est de plus en plus difficile pour moi de rester forte. S'il te plaît, montre-lui ça.
C'est vrai ce que je lui dis, qu'il y a un poisson au fond du lac qui a mon mari. S'il te plaît, fais-la m'emmener m'asseoir avec mes enfants sous l'arbre que tu as créé. S'il te plaît, Seigneur. Hé, écoute. Vous voulez l'emmener là-bas? Oui, on va la prendre, d'accord. Donc on peut... Être plus près des autres. Asseyez-vous ici. Nous irons chercher vos enfants quand ils auront fini. Qu'est-ce que les enfants disent maintenant? Je ne sais pas ce qu'ils font parce qu'ils lui ont demandé s'il y a un petit frère et un papa. D'accord. C'est tout. Les miracles sont réels. Nous avons douté aussi, mais ils sont réels. Ils le sont. Et c'est incroyable. On ne peut pas assez vous le dire. Est-ce que tu te souviens que faisait Jésus sur la croix? Oui, je me souviens. Et il a tendu les bras et il a dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils... Oui, tu me l'as déjà dit. Oui, ils ne savaient même pas, ils ne savaient même pas. D'accord. Tu dois faire confiance. Tout repose sur la confiance. C'est difficile parce qu'il agit de façon mystérieuse. Et c'est difficile parce que nous voulons simplement croire à notre sillage terrestre. Allez-y. Des heures plus tard, des plongeurs ont retrouvé le garçon de 4 ans près du quai, d'où Miller l'aurait jeté au fond du lac. Les adjoints estiment que le mari de Miller était déçu de lui-même pour la façon dont il a accompli les tâches religieuses qu'il pensait que Dieu leur confiait au lac. Et il a décidé de nager jusqu'à un banc de sable dans le lac et c'est là qu'il s'est noyé. Son corps a été retrouvé le lendemain et le shérif a déclaré qu'il n'était pas mort en tentant de sauver son fils. Je l'ai confié à Dieu. Elle l'a confié à Dieu? Oui. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je l'ai jeté dans le lac et confié à Dieu. Et les gens vont me dire que je suis folle, qu'il est réel. Et il t'aime. Il t'aime vraiment, il t'aime. Un grand jury a inculpé Miller pour meurtre aggravé après la mort de son fils de 4 ans. Elle est aussi accusée d'agression criminelle liée à la mort du garçon de 4 ans. Elle est accusée de mise en danger d'enfant pour avoir conduit une voiturette de golf dans l'eau avec sa fille mineure de 15 ans. Elle est ensuite accusée de 3 chefs de violence domestique pour avoir conduit la voiturette de golf avec sa fille de 15 ans et ses jumeaux de 18 ans à bord. Elle est détenue à la prison du comté. Selon WEWS, les Miller allaient à l'église Amish de l'Ancien Ordre. Cette église a publié un communiqué. Ils disent que ce dont Ruth est accusée ne reflète pas leurs convictions et ils affirment que cela est le résultat d'une maladie mentale. Nous sommes maintenant rejoints par le juge à la retraite Finan Rucker. Merci comme toujours de prendre le temps d'être avec nous. Vous exercez maintenant dans l'Ohio en tant qu'avocat. Regardons la vidéo de la caméra corporelle et les déclarations du suspect. Quelle a été votre réaction en voyant cela? Oui, merci de m'avoir invité. Vous savez, ces affaires dont nous parlons sont toujours très intéressantes. En voyant cette vidéo de la caméra corporelle, j'ai pensé à beaucoup de choses. Tout d'abord, la dévastation causée par l'ensemble de l'incident. Voici une mère qui, comme nous le savons maintenant, est accusée d'avoir tué son fils de 4 ans et, vous savez, d'avoir tenté de tuer ses jumeaux et ses adolescents de 16 ans et qu'ils étaient des participants si volontaires à tout ce que leur mère aimante, à leurs yeux, leur a fait subir. C'est à cela que j'ai pensé en premier. Mais la deuxième chose à laquelle j'ai pensé, et c'est l'une des choses qui m'ont vraiment intrigué, c'est que nous avons un meurtre. Nous avons des personnes portées disparues. Et cette femme tendait la main et touchait cet officier. D'accord. Maintenant, je peux imaginer tellement de situations où des officiers enquêtent sur une scène et où il y a de graves allégations.
Au moindre faux pas face à un officier, il arrive souvent que quelqu'un finisse au sol et menotté. Cela m'a surpris qu'il soit aussi à l'aise avec elle lors de leur interaction. Non, je suppose qu'elle ne représentait pas une menace physique pour eux, mais il y avait quelque chose dans ses actions qui certainement a attiré mon attention et m'a fait réfléchir. De nombreuses personnes essaient de me contacter aujourd'hui. Ouais, je veux dire, en regardant ça, on voit bien qu'ils ont d'abord été appelés sur les lieux pour, vous savez, ce qui semblait être un accident, non? Genre, voilà cette mère avec ses enfants et ils conduisaient cette voiturette de golf dans l'eau. Et puis, au fur et à mesure qu'elle continue de parler, on voit les forces de l'ordre commencer à se demander « Mais à quoi avons-nous vraiment affaire ici ?» Elle est accusée, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'elle fait face à une accusation de meurtre liée à son enfant de 4 ans, mais aussi de meurtre aggravé. Pourquoi 2 chefs d'accusation pour la mort d'une personne? Ce n'est donc pas rare dans ce type de cas. Un seul décès peut entraîner 3 chefs d'accusation contre une même personne. Vous pouvez aussi être accusé d'agression criminelle ayant causé la mort. Vous pouvez être accusé de meurtre au cas où vous ne pourriez pas prouver le meurtre aggravé, parce qu'elle est aussi accusée de meurtre aggravé, car nous parlons d'un enfant de 4 ans. Donc vous portez toutes ces accusations et au final, en vous assurant qu'il ne s'agit que de l'accusation concernant cet enfant, elle fusionne. Et donc, au final, elle ne peut être condamnée que pour une seule, même si elle est reconnue coupable, parce que les faits et la loi justifient la condamnation pour ces chefs d'accusation. C'est pourquoi vous voyez plusieurs accusations pour un même incident. Elle était clairement quelqu'un de très attaché à sa foi. Apparemment, toute la famille l'était aussi. Et je sais que son église dans la communauté Amish a publié un communiqué à une chaîne de télévision locale disant que ce n'est pas ce en quoi ils croient. Ce n'est pas dans leurs enseignements. Ils pensent que c'était un problème de santé mentale. Mais, vous savez, il y a cette femme qui dit avoir fait cela pour des raisons religieuses. Comment la loi fait-elle la différence entre une personne qui croyait vraiment à quelque chose d'un point de vue religieux et le fait de considérer aussi que cela pourrait être quelqu'un souffrant de graves problèmes de santé mentale qui aurait pu faire cela si elle est reconnue coupable? C'est une ligne difficile à suivre. Donc, ce que nous savons lorsque nous parlons de savoir si quelqu'un a un trouble mental ou souffre d'une maladie mentale au moment de l'incident, la question est, d'un point de vue juridique, de savoir s'il comprenait et appréciait la gravité ou l'impact de ses actes au moment où il les a commis. Eh bien, elle semble comprendre très intentionnellement ce qu'elle a fait. Ce n'était pas comme si elle pensait que Dieu allait les attraper et les emmener dans un vaisseau spatial quand, vous savez, on les jette dans l'eau. Non, elle a dit « Non, nous sommes allés intentionnellement dans l'eau parce que Dieu m'a dit que ce serait un miracle et tu vas voir, va juste chercher leur corps. » Ça va être un miracle, je te le promets. Ces actions étaient vraiment intentionnelles. Maintenant, pour la personne moyenne qui regarde ça, on se dit « clairement, il se passe quelque chose chez cette personne qui n'a pas de sens. » Et, tu sais, on utilise le terme « folle », ce qui n'est pas approprié, mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Mais quelque chose qui ne va pas ici ne correspond pas à la définition légale de ne pas comprendre et apprécier ce que quelqu'un fait. Il semble très clair qu'elle comprenait et appréciait exactement ce qu'elle faisait, même si c'était déraisonnable, scandaleux et finalement horriblement, meurtrièrement tragique. J'ai trouvé cela intéressant. Lors d'une conférence de presse, le shérif local expliquait qu'il était difficile de reconstituer les faits lors des interrogatoires, car elle répétait souvent les phrases vues dans la vidéo de la caméra corporelle. Mais il a aussi dit « Je ne pense pas qu'elle nous ait jamais menti », ce qui donnait un peu l'impression que le shérif croit vraiment qu'elle est convaincue que Dieu lui a dit de faire cela. Quand on regarde comment un avocat de la défense pourrait agir alors qu'elle admet clairement l'avoir fait sur la vidéo de la caméra corporelle, et je suis sûr que les preuves viendront aussi, est-ce qu'il pourrait y avoir un argument lié à la santé mentale ici? Si vous êtes l'avocat de la défense et que vous essayez d'aider votre cliente alors qu'il est évident de l'extérieur ce qu'elle a fait. Ce n'est pas comme si elle était accusée sans avoir été présente ou quoi que ce soit de ce genre. Ce qu'elle a fait est évident. C'est juste une question de savoir, je suppose, dans quelle mesure le motif derrière tout ça et ce qui se passait dans sa tête peuvent influencer la peine qui pourrait être prononcée. Eh bien, d'accord, donc quand on parle de punition par rapport à la responsabilité, ce sont deux questions différentes. Le mobile n'est pas nécessaire pour prouver la culpabilité. Le mobile est utile pour prouver la culpabilité,
et peut être utilisé pour déterminer le niveau de la peine. La question est de savoir quelle était son intention à ce moment-là, si elle comprenait ce qu'elle faisait lorsqu'elle l'a fait. Et c'est vraiment le cœur du problème. A-t-elle compris quand elle a dit « Je vais prendre mon enfant de 4 ans et je vais le mettre dans cette eau d'eau » A-t-elle compris les conséquences possibles ? Et si c'est le cas, et si son intention était de provoquer ces conséquences, parce qu'à un certain niveau, elle croyait que Dieu allait accomplir un miracle pour empêcher son fils de mourir, de se noyer et de manquer d'oxygène, alors son avocat pourrait avoir beaucoup de mal à prouver qu'elle n'était pas consciente de ses facultés au moment où cela s'est produit. Mais je pense que tout avocat de la défense pénale digne de ce nom qui la représente fera absolument valoir cet argument. Je pense que ce serait une faute professionnelle de ne pas le faire. J'imagine que lorsque vous regardez ce juge, quelle est la peine qu'elle pourrait encourir dans l'Ohio compte tenu de ces accusations? Eh bien, vous savez, le plus grave, c'est qu'elle est accusée de meurtre aggravé. Le meurtre, c'est le fait de tuer, vous savez, personne ne devrait ôter la vie à autrui. Le meurtre aggravé survient en présence de circonstances aggravantes. Et la circonstance aggravante qui justifie que cela soit poursuivi comme un meurtre aggravé dans l'Ohio, c'est le fait d'avoir tué un enfant de 4 ans, ce qui justifie en fait qu'elle soit accusée d'un crime capital, ce qui signifie qu'elle pourrait être passible de la peine de mort. Maintenant, il est aussi très probable pour l'accusation de meurtre qu'elle risque la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle, la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle ou la prison à vie avec possibilité de libération conditionnelle après un certain nombre d'années. Mais c'est ce à quoi elle ferait face pour les infractions les plus graves, notamment le meurtre aggravé, voire la peine de mort. Mais certainement, la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle est une possibilité très réelle si elle est reconnue coupable et que les défenses de santé mentale ou de troubles mentaux ne sont pas prouvées par la prépondérance des preuves, comme l'exige le transfert de la charge de la preuve à la défense. Vous savez, je repense à vous, comme au début, je veux dire clairement les forces de l'ordre, et pour appuyer votre propos, nous avons vu des exemples où quelqu'un, même si 2 personnes sont portées disparues, un enfant de 4 ans et un mari, et que vous essayez d'attraper un officier, vous savez, d'après ce qu'on a vu, les résultats peuvent être très différents selon la façon dont cela se passe avec le contact physique et la police. Ce n'était pas le cas ici. Pensez-vous que le fait qu'elle soit une femme amish non menaçante pourrait influencer la possibilité qu'elle reçoive la peine de mort? Bien sûr. Vous savez, lorsqu'il s'agit de cas de peine de mort, il y a 2 aspects. Le premier, c'est le procès qui prouve les infractions réelles. Donc, il y aurait un procès prouvant le meurtre aggravé, qu'elle a effectivement ôté la vie de cet enfant et qu'il n'y a aucune défense qu'elle puisse invoquer. Il conclurait alors à des circonstances aggravantes. La deuxième phase distincte serait la phase de la peine de mort. Et c'est à ce moment-là que ces avocats présenteraient tout type d'informations, des circonstances atténuantes, qui joueraient en faveur du fait qu'elles ne reçoivent pas la peine de mort. Comme le fait qu'elle était mère, qu'elle n'avait pas de casier judiciaire, qu'elle était profondément attachée à ses croyances religieuses et que cela concernait davantage une personne radicalement alignée avec ses convictions qu'une personne malveillante cherchant à ôter la vie à sa famille. Je veux dire, tous ces éléments seraient pris en compte pour déterminer si la peine de mort devrait ou non être prononcée. Donc, le fait qu'elle soit mère, amish, et, vous savez, plutôt docile, en supposant qu'elle n'ait pas de casier judiciaire. Je n'ai pas vérifié, je ne sais pas si elle a un casier judiciaire ou non, mais en supposant que ces éléments qui ont aussi mis l'officier à l'aise pour lui permettre de le toucher dans cette situation seraient aussi ceux qu'un panel de 3 juges examinerait peut-être pour déterminer si ces circonstances aggravantes justifient qu'elle reçoive la peine de mort. Une autre chose à laquelle j'ai pensé, et vous êtes l'avocat, bien sûr je ne le suis pas, c'est qu'elle fait face à 3 accusations de violence domestique. Des accusations parce qu'elle est accusée d'avoir conduit cette voiturette de golf dans l'eau, d'avoir jeté l'enfant de 4 ans dans l'eau. L'enfant de 4 ans est décédé. Ensuite, elle est accusée d'avoir de nouveau conduit cette voiturette de golf dans l'eau avec ses 2 enfants de 18 ans et, je crois, sa fille de 15 ans. Eux, plus âgés, ont pu sortir et vont bien, mais elle fait face à des accusations de violence domestique. Je me demande pourquoi ce n'est pas vu comme une tentative de meurtre, puisqu'elle aurait déjà tué quelqu'un plus tôt de la même manière. Oui, il y a certainement un argument, mais la question est, jusqu'où l'acte va-t-il pour qu'il soit probable qu'il s'agisse d'un meurtre? Donc, si elle est arrivée au bord de l'eau, ou si elle est entrée dans l'eau,
mais qu'il n'y avait pas de réelle menace pour eux, parce qu'ils savaient nager et qu'ils pouvaient détacher leur ceinture de sécurité et sortir. Je crois qu'il y avait des jumelles de 15 ans et une fille de 16 ans, ou l'inverse. La violence domestique interdit de causer ou de tenter de causer sciemment du tort à un membre de la famille ou du foyer. Oui, cela entre clairement dans ce cadre. La tentative de meurtre s'appliquerait-elle ici ? C'est possible, et peut-être qu'ils envisageront de requalifier les charges s'ils obtiennent des informations supplémentaires. Je pense qu'ils estiment que, vu l'âge des enfants et le risque encouru alors, la violence domestique serait une qualification plus appropriée que la tentative de meurtre. Et enfin, monsieur le juge, parce que le mari est aussi décédé, et lui, d'après les forces de l'ordre, était contrarié par la cérémonie religieuse, vous savez, la prière qu'il faisait, et il a décidé d'aller nager, et il s'est finalement noyé. D'après les forces de l'ordre, il n'essayait pas de sauver l'enfant de 4 ans. C'était lui tout seul, apparemment dans la même logique que Ruth Miller. Quelles sont les accusations et que penses-tu du fait qu'elle n'est accusée de rien le concernant? Je veux dire, il est évidemment décédé, donc ce n'est pas comme s'il pouvait faire face à des accusations liées à ça, mais on dirait qu'elle fait juste face à des accusations concernant les enfants, et puis le mari, lui, il est juste mort. Ouais. Je ne sais pas quelles accusations elle aurait pu encourir pour sa mort, à moins qu'elle ne l'ait encouragé ou conseillé, et qu'elle ait eu un tel contrôle sur lui que ça l'aurait poussé à faire ça. Nous avons vu cela dans des affaires où des personnes ont des relations et la personne avec qui elles sont en couple les encourage à se suicider. Et ils le font, et la personne est inculpée. Je veux dire, on voit ça, mais ce sont des cas extrêmes d'une influence incroyable exercée sur la personne qui finit par se donner la mort. Je ne sais pas si c'est ce qui a été établi ici par les faits de l'enquête. Il semblait, vous savez, qu'il ne savait pas comment gérer son mariage et le fanatisme de son épouse. Montré par ses actions et ses pratiques. Et peut-être que ce mari avait aussi des problèmes de santé mentale, qu'il ne pouvait pas ou n'était pas en position d'essayer de sauver sa famille, au lieu de simplement essayer de s'enfuir. Je ne sais pas quelles accusations conviendraient contre l'épouse. Et à ce stade, ce à quoi elle fait face avec ce qu'elle a déjà admis devant la caméra, quelle peine plus sévère serait même efficace pour le mari qui a été encouragé à aller nager dans ces circonstances, à moins qu'il n'y ait une preuve qu'elle lui ait fait quelque chose qui l'a empêché de nager. Je pense qu'il y a eu en fait une conversation, un truc à la Jonas, où ils allaient se faire avaler par un gros poisson et que c'était le dessein et le plan pour que cela arrive. Et ils ont bien sûr trouvé une fillette de 4 ans et son mari au fond du lac, noyé. Non, c'est une histoire tragique. Nous verrons comment les procédures judiciaires évolueront. Toujours un plaisir de vous recevoir sur Law and Crime, juge Feinenrecker. Merci d'être là. Merci. C'était On the Case par Law and Crime. Abonnez-vous sur YouTube et Spotify. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.